se trouve une des grandes conclusions auxquelles je suis arrivé, mais qui est peut-être liée aussi à la longueur de la vie, plus qu'à l'âge ou à la sagesse, c'est qu'on ne sait pas très bien l'utilité de ce qu'on fait. Ça, c'est une première conclusion, moyennant quoi on découvre petit à petit que ce qu'on a raconté ou ce qu'on a observé peut devenir utile. Ce que je peux dire quand même, c'est en quoi l'anthropologie est originale dans l'univers de l'entreprise par rapport aux méthodes ou par rapport au mode de raisonnement que des gens ont depuis la R&D, la recherche et développement, jusqu'au marketing, voire jusqu'à la distribution, si on sort de l'entreprise pour aller vers le consommateur final. Donc je pense que la première chose qui est très déroutante pour beaucoup d'entreprises, c'est l'induction. Alors c'est un gros mot, l'induction, qui veut simplement dire qu'au lieu de partir avec des hypothèses, ce qu'on appelle hypothético-déductif, on ne part pas d'hypothèses, mais on se dit, tiens, on va démarrer un terrain, donc on nous pose une question, du genre, c'est quoi les pratiques du jeu en Chine, c'est quoi les pratiques des boissons en Chine, c'est quoi les pratiques du maquillage au Brésil ou aux États-Unis, c'est quoi les formes d'éducation au Maroc, quelle que soit la demande, on ne sait pas comment se pose le problème. On ne dit pas à l'avance, voilà comment se pose le problème, et qu'est-ce qui fait que les gens vont agir comme ça. Donc on démarre le terrain, en général par du qualitatif, c'est ça l'induction, et à partir du discours des acteurs qu'on a par interview, à partir des observations des pratiques qu'on peut aussi avoir par interview, mais surtout en étant sur place là où ils sont leurs pratiques, on va petit à petit comprendre quels sont les problèmes que les consommateurs rencontrent dans leur vie quotidienne. Nous, on peut dire plus loin, mais c'est pas plus loin, on va ailleurs, on ajoute, ou on prend un autre angle d'observation, qui est de dire, on va regarder quand même, au-delà de la pratique très matérielle, dans telle pièce, à tel moment, on va regarder, est-ce que cette pratique n'est pas encastrée, enserrée dans des interactions sociales. Et là, on va voir qu'il y a des stratégies d'acteurs entre une famille où il peut y avoir un père, une mère, deux pères, des grands-parents, pas de grands-parents, une seule personne, des enfants, des neveux, des nièces, avec toutes les cultures, toutes les formes de famille, mais on voit qu'il y a des acteurs dans un logement, un espace domestique, et que ces acteurs, et que le produit sur lequel on va travailler, et pour le moment on n'a pas une seule fois parlé de la marque, qui sera une des grandes différences pour moi, le produit sur lequel on va travailler, ou la famille de produits sur lequel on va travailler, il rentre dans un jeu social. Ce n'est pas uniquement une pratique et un usage, c'est aussi un objet qui rentre dans un jeu social avec des gens qui ont intérêt ou qui n'ont pas intérêt à son usage. Donc aujourd'hui, il y a des demandes pour des tablettes, il y a des demandes pour des ordinateurs, des demandes pour les téléphones mobiles, qui sont des grandes sources de tension à l'intérieur des familles. Donc tout ce qu'on va montrer, c'est que n'importe quel produit peut s'insérer dans ce jeu social et être source de tension ou de coopération, bien évidemment, mais les deux. Donc on est loin, là encore, c'est une autre différence, d'une approche qui est uniquement centrée sur la pratique et uniquement centrée sur l'individu et ses motivations. Tout ça, ça existe, hein, mais on va montrer que les pratiques, les motivations individuelles sont encastrées dans un jeu social. Et puis on va montrer une troisième étape, on a vu le matériel, là on vient de voir le social, on va montrer le symbolique. Et ça, c'est vraiment l'originalité de l'anthropologie, puisqu'on va montrer que toutes ces pratiques, toutes ces interactions sociales, quelque part, créent de l'émotion. Et c'est souvent à partir de l'émotion qu'on va comprendre le sens que les gens donnent à l'attention, au conflit, à la coopération, à l'usage, et on va comprendre que, quelque part, l'objet rentre dans un imaginaire, dans une symbolique, une signification, qui va expliquer aussi pourquoi les gens vont l'adopter ou pas l'adopter. Et tout ça veut dire que la méthode anthropologique, elle est bien inductive, on ne sait pas au point de départ où on va, elle est très descriptive parce que c'est dans le détail qu'on va trouver, qu'on va fournir, non pas trouver, mais qu'on va fournir des idées au moment où on va présenter l'enquête. Et quand on continue après, au moment où on va animer les discussions grâce à des méthodes spécifiques d'animation de groupe pour comment utiliser l'enquête anthropologique, voir si elle est couplée avec un ergonome, voir si elle est couplée avec du design thinking ou peu importe, ou un biologiste ou un chimiste, ça peut arriver aussi,
comment, à partir de ces détails, ça donne des idées pour créer un concept de produit. Et la question principale, c'est comment faire pour que cette idée d'objet qui a été induite de l'observation anthropologique puisse se diffuser sous cette forme-là ou un peu transformée à l'intérieur de l'entreprise, entre notamment la R&D et le marketing. Et une fois que ça arrive au marketing, il faut que ça rentre dans la grande distribution. Et quand ça rentre dans la grande distribution, il faut que ça aille chez le consommateur. Et tout d'un coup, là aussi, l'anthropologue redevient utile au moment de la réception du produit final. Donc là, on comprend aussi que l'anthropologue, ce n'est pas simplement en amont de la R&D, ou ce n'est pas simplement dans la réception du consommateur final. En réalité, il peut intervenir en 3 étapes, à 3 moments, pas forcément aux 3, mais dans 3 moments, en amont de la recherche et développement, à l'intérieur de l'entreprise pour articuler les accords ou les désaccords entre les départements, le passage à la grande distribution, mais surtout au moment où l'objet arrive chez le consommateur final.